Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est une des plus grandes actrices du siècle dernier que Franck Ferrand a choisi d'évoquer cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. Audrey Hepburn a fait rêver des générations de spectateurs. Et le plus étonnant peut-être, c'est qu'un quart de siècle ou presque après sa mort, elle n'ait rien perdu de son glamour et du capital de sympathie dont elle continue de jouir auprès du public. Pour nous parler d'elle, j'ai demandé au cher Thierry Geffrotin, que vous connaissez très bien, d'être des nôtres. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez Franck à la question d'Olivia et de François sur les origines des Oscars du cinéma. Ai-je besoin de vous révéler le nom de la comédienne à qui fut décerné l'Oscar 1954 de la meilleure actrice ? Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. C'était il y a bien longtemps à mon échelle, près de 30 ans. Jean-Claude Brialy organisait ce qu'on a coutume d'appeler une charité au profit de l'UNICEF. Et j'ai eu la chance, quoique bien jeune et pas du tout habitué au tout Paris, d'être du nombre des convives. Et c'est ainsi que j'ai pu partager un moment tout à fait banal pour elle, mais inoubliable pour moi, avec celle qui, en ce temps-là, était devenue une véritable légende vivante. Rappelez-vous le joli mot de Cary Grant, son partenaire dans Charade. « Tout ce que je veux pour Noël, c'est un autre film avec Audrey Hepburn. » Oui, elle aura été, bien au-delà du cinéma, l'un des mythes de son temps. Et malgré cela, quelle simplicité, quel naturel, quelle bonne grâce, le chic absolu d'Audrey Hepburn dans sa parfaite robe Givenchy bleu marine, la douceur de son regard toujours un petit peu étonné, l'élégance presque surnaturelle de ses attitudes, la suavité de sa voix pour dire à chacun un mot agréable. Voilà des choses qui sont restées gravées en moi et qui m'ont marqué comme tant d'autres. Jamais plus, depuis ce moment, je n'ai regardé du même œil les films de celle dont sœur Alec Guinness a dit qu'elle avait une beauté de jeune fan et une présence remarquable, une présence, voilà, c'est bien le mot. Il y a comme cela des gens très rares, dont le charisme naturel finit par donner le sentiment qu'ils sont empreints d'ondes spéciales, enveloppés d'une aura qui les ferait se détacher sur n'importe quel décor. Madame Hepburn possédait tout cela de manière innée, même si vous n'aviez pas su qu'elle était une grande actrice, même déguisée en hôtesse d'accueil ou en dame du vestiaire, elle aurait attiré à elle tous les regards. Du reste, Audrey Hepburn incarne aux yeux des Américains la femme européenne par excellence, par sa distinction, par sa culture nourrie de multiples influences. Eh bien, comme pour souligner cela, dès sa naissance, en mai 29, elle est née le 4 mai 1929, dès sa naissance, Audrey se trouve au carrefour de l'Europe, si vous voulez. Elle voit le jour à Bruxelles. Sa mère, Ella von Heemstra, descend d'aristocrates néerlandais. Quant à son père, Joseph Hepburn Houston, il est d'ascendance à la fois autrichienne, irlandaise et même écossaise. La petite Audrey reçoit la nationalité britannique, mais c'est en Belgique et aux Pays-Bas qu'elle passe toute sa prime enfance. Le couple que forment ses parents détonne un peu, il faut bien le dire, avec les normes de l'époque. Ils sont tous les deux, des gens remariés. Ils ont connu un premier mariage et un premier divorce. Elle a déjà 2 garçons, Alexandre et Yann. Et de son côté, Joseph n'est pas un saint. Son passé est jonché d'affaires plutôt louches. Par ailleurs, on le voit frayer dans les milieux d'extrême droite et même avec de franches sympathies nazies. Il entraîne d'ailleurs sa femme dans ce monde-là. Professionnellement, c'est un homme instable. Tout ça n'empêche pas Audrey de connaître 2 premières années apparemment heureuses. Elle reçoit de ses parents une éducation sans doute assez soignée, bien que distante. Voilà ce que nous dit Bertrand Meyer-Stablet. De tous les témoignages émerge l'image d'une prime enfance entourée et protégée, comblée en divertissement et en cadeaux, une enfance saine et naturelle entre les précepteurs et les courses dans les bois et à la campagne, mais une enfance également solitaire et pauvre en affection comme en chaleur. Une enfance libre en un sens, mais à l'âge où peut-être on souhaite ne pas trop l'être. Et oui, c'est certain qu'on a peut-être trop vite établi des distances avec Audrey. Surtout,
elle est très marquée par la mésentente qui va grandir entre ses parents. Il faut imaginer des scènes orageuses qui se succèdent dans la famille et qui alourdissent l'ambiance familiale. Audrey est une enfant fragile, une enfant sensible, elle a tendance à s'enfermer dans sa bulle et c'est sans doute en partie pour sortir cet enfant de cette bulle qu'elle est envoyée à 5 ou 6 ans dans un établissement scolaire du Kent. On est là dans la meilleure campagne anglaise, bien entendu. Pour la petite fille, il faut dire que c'est un choc, c'est un choc assez rude. Elle est d'un seul coup très loin de sa maison, dans un pays dont elle ne maîtrise pas parfaitement la langue, même si elle a un don véritable pour les langues, mais enfin tout de même. Alors elle s'adapte comme elle peut, plutôt bien. Elle compose avec les nouvelles règles de son quotidien et finalement, ce qui marque plus durement peut-être encore la petite fille, c'est le départ de son père qui, cette fois, quitte carrément le foyer familial. À ce moment-là, Audrey n'a que 6 ans. Elle dira plus tard, c'est une tragédie dont je ne crois ne m'être jamais remise. Je le vénérais, elle parle de son père, et il m'a terriblement manqué du jour où il a disparu. J'enviais toujours aux autres leur papa, et je rentrais en larmes chez moi, parce qu'elles en avaient un, elles avaient un papa les autres. Malgré tout, il faut bien continuer à vivre. Audrey passe son temps entre son fameux établissement anglais et les Pays-Bas où elle revient régulièrement, elle grandit, elle commence à s'intéresser déjà au théâtre. Et ça malgré cette réserve naturelle, ou peut-être à cause de cette réserve naturelle. Surtout, sa grande passion à elle, c'est la danse. La danse est une passion profonde. Elle s'investit là-dedans avec une sorte de fureur. Seulement, et puisque je parle de fureur, en septembre 39, c'est la Seconde Guerre mondiale. Pour elle-là, pour la mère d'Audrey, il est impossible de laisser sa fille dans un pays en guerre. Elle met tout en œuvre pour la rapatrier auprès d'elle, et c'est dans un des tout derniers avions qui ont décollé de Londres, un avion orange, les couleurs de la nation néerlandaise. C'est dans cet avion qu'Audrey, qui donc a 10 ans à ce moment-là, retrouve les Pays-Bas. Barry Paris s'explique. Rétrospectivement, l'idée peut paraître absurde, mais à l'époque, c'était loin d'être le cas. Les Pays-Bas étaient neutres et certains de le rester. On sait très bien ce qu'il en est advenu. Dès mai 1940, l'armée allemande franchit la frontière néerlandaise. Son avancée est irrésistible. L'une des premières villes conquises est Arnhem. On est dans l'est des Pays-Bas. Eh bien, c'est justement là que Audrey et sa famille sont installés. C'est pour l'ensemble du pays le début d'un long enfer. Et on peut dire que pour Audrey Hepburn, c'est le début carrément d'une sorte de prise de conscience.
De Stanley Donen, film de 1957. Audrey Hepburn et Fred Astaire, chanteuse Wonderful sur Europe 1. Icône absolue du 7e art, Audrey Hepburn est au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand, cet après-midi, vous évoquez sa jeunesse et sa vie bouleversée pendant la guerre. Et alors vous savez, il lui avait fallu, la petite Audrey, s'adapter à la langue anglaise, aux mœurs anglaises, qui sont quand même un peu particulières. Et là, voilà qu'à 10 ans maintenant, elle est de retour aux Pays-Bas, et il lui faut s'adapter à cette langue néerlandaise, qui, je n'ai pas besoin de vous le dire, n'est pas facile évidemment à pratiquer au quotidien. Il lui faut suivre sa scolarité dans cette langue, il faut s'habituer, s'adapter. D'ailleurs, on ne l'appelle plus Audrey, parce qu'on est en guerre, à l'époque contre l'Allemagne, bien entendu. Donc, comme les Allemands sont maintenant la puissance occupante aux Pays-Bas, il ne faut pas trop se faire remarquer. Donc, on va l'appeler Edda. C'est un des prénoms qu'elle avait reçus à sa naissance. Ça passe mieux Edda, bien entendu, que Audrey à cette époque. Et puis, le quotidien de la famille a complètement changé. La famille n'a plus guère d'argent à l'époque. Les Allemands, d'ailleurs, vont finir par confisquer ses biens. L'un des frères d'Audrey, Alexandre, part pour entrer dans la résistance. L'autre, qui s'appelle Yann, c'est des demi-frères, je vous l'ai expliqué. L'autre est envoyé dans un camp de travail en Allemagne. Et quant à la mère, elle a l'air bien éloignée des engagements pro-nazis de son ancien mari. Audrey participe elle-même à un certain nombre d'activités de résistance. Elle est toute petite, mais quand même. Elle utilise le fait justement d'être une petite fille. Peut-être que ça lui apprend d'ailleurs à jouer un rôle. Ça fait partie d'une certaine manière de sa formation. Bertrand Meyer-Stabler raconte: on charge l'adolescente de porter des lettres codées qu'elle enfouit sous la semelle de sa chaussure et qu'elle part délivrer sur sa bicyclette. La légende de la famille Hepburn assure même qu'Audrey sert de messagère pour les troupes anglaises aéroportées tapies dans la forêt d'Arnhem. Plus tard, la modeste Audrey va minimiser son rôle. Vous savez, elle était d'une humilité extraordinaire. Elle va dire que c'était un genre d'activité assez commun parmi les opposants à l'invasion. Qu'en est-il? Toujours est-il que la situation est de plus en plus terrible aux Pays-Bas, bien sûr. Audrey voit des wagons défiler dans lesquels des personnes de tous âges ont été entassées. Elle est le témoin involontaire d'arrestations et même d'exécutions. D'ailleurs, elle apprend un jour la mort d'un de ses oncles tué dans le cadre de représailles allemandes contre des actes de résistance. On a, évidemment, nous qui avons subi en France une occupation qui a été très dure incontestablement, mais qui a été relativement civile, nous avons du mal à imaginer la très grande violence de cette occupation aux Pays-Bas. Et puis il y a le rationnement qui conduit à une sous-alimentation généralisée. Audrey, qui mesure à la fin de la guerre 1,70 m, ne pèse plus que 40 kilos. On dira qu'elle est tellement mince, mais il y a peut-être là encore une origine à cela. Si nous avions su que l'occupation allait durer 5 ans, dira-t-elle plus tard, nous nous serions peut-être tous tiré une balle dans le crâne. Nous pensions toujours que ça allait se terminer dans la semaine suivante, ou dans 6 mois, ou l'année prochaine. C'est comme ça que nous avons réussi à traverser l'épreuve. Septembre 1944, cette fois les Alliés gagnent du terrain. Arnhem est le théâtre de la plus importante opération de parachutage de tout le conflit, de toute cette Seconde Guerre mondiale. Et Audrey est terrée chez elle, bien entendu. Les combats font rage tout autour, sont des combats sanglants. La ville est littéralement dévastée. D'ailleurs, il va bien falloir que Audrey, qu'on appelle donc Edda, et sa mère, trouvent un nouveau logement. Pour les Alliés, la bataille d'Arnhem est finalement un échec, ce qui veut dire que pour les habitants, il va falloir continuer à vivre sous l'occupation. L'hiver qui suit est terrible, la faim ronge la population, les morts sont nombreux et pourtant il faut continuer à tenir dans ce cauchemar qui semble n'avoir jamais de fin. Tout de même, on la voit venir, cette fin, bien entendu. Chaque jour est un nouveau risque. Audrey va le vérifier en mars 1945, même si la date et les faits sont débattus entre historiens. Elle est en train de marcher dans la rue ce jour-là et elle est arrêtée par un soldat allemand, apparemment à la recherche de femmes à envoyer travailler dans des cantines militaires. Ce qui fait qu'Audrey est placée dans un groupe de femmes au beau milieu d'une rue, en attendant d'être emmenée. Et puis soudain, elle remarque que la plupart des soldats qui sont là et qui sont là pour monter la garde ont l'air d'être occupés ailleurs. Elle a comme une sorte de pulsion qui la pousse à tenter sa chance. Ni une ni deux, elle s'enfuit.
Elle est squelettique, cette jeune fille, elle n'a même pas 14 ans, vous imaginez, elle n'a plus de force, mais elle court encore et encore à travers les rues. Elle se dit qu'on va la rattraper, qu'on va la retrouver, mais non, c'est à elle de se cacher, de trouver très vite une cachette. Et soudain, si l'on en croit certains biographes, elle trébuche dans une ouverture qui donne sur une cave, elle s'y engouffre, et dans le petit sac qu'elle a gardé avec elle, elle a un bout de pain et un petit peu de jus de pomme. Elle est terrifiée, elle est épuisée, elle va rester là dans cette cave pendant une vingtaine de jours. Je vous dis bien, pendant une vingtaine de jours, c'est une épreuve terrible. Elle perd même complètement la notion du temps. Elle ne sait plus depuis combien de temps elle est là, bien entendu. Et puis finalement, sa peur l'a longtemps maintenue cachée, mais elle va décider de sortir. Sa mère, évidemment, la croyait depuis longtemps disparue. Ce sont des retrouvailles très, très émouvantes, mais Audrey est dans un état pitoyable. Elle a souffert de la malnutrition, elle est maintenant victime de la jaunisse. Enfin bref, elle est en vie. Arrive le printemps 1945 et cette libération d'Arnhem si longtemps attendue. Les Alliés apportent un petit peu de nourriture, les associations caritatives vont en apporter bien plus et on va voir revenir à la surface en quelque sorte ceux qui avaient disparu. Les frères d'Audrey reviennent, ils ont survécu. À chaque fois c'est une explosion de joie bien entendu. Voilà comment elle résumera les choses. Nous avions tout perdu, nos maisons, nos biens, notre argent, mais nous nous en fichions bien, nous en sortions vivants et c'était la seule chose qui comptait. Alors avec la libération vient la redécouverte des petits plaisirs du quotidien. Il y a des soldats canadiens à Arnhem qui vont proposer sur la Grand Place la diffusion d'un film hollywoodien. Vous imaginez quand on sort d'un tel enfer. Pour Audrey, c'est l'émerveillement total. Elle l'ignore, mais la distance qui maintenant la sépare de ces grandes stars qu'elle voit sur l'écran, cette distance est toute petite. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et l'actrice britannique Audrey Hepburn est au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous nous racontez la jeunesse et les débuts de celle qui sera élevée au rang de star hollywoodienne. Eh oui, alors je vous ai dit qu'elle aimait beaucoup la danse, hein, c'était vraiment sa passion juste avant la guerre et aussitôt après la libération, dès qu'elle a retrouvé un petit peu des forces, Audrey va s'installer à Amsterdam et va s'inscrire à un cours qui est donné par une maître de ballet, devrais-je dire, russe, vous voyez, ces dames, ces anciennes ballerines très sévères, hein, très exigeantes. C'est essentiel ça dans le parcours d'Audrey puisque c'est dans ce cadre qu'un réalisateur néerlandais l'aperçoit. Il tombe sous le charme de cette danseuse longiligne de 18 ans avec ses yeux de biche. Il lui propose un petit rôle d'hôtesse de l'air dans un film qu'il est en train de préparer. Alors c'est un début modeste, mais c'est un début quand même. La vraie passion d'Audrey, je vous le dis, ça reste la danse. Et lorsque peu après, elle a enfin l'opportunité d'intégrer une prestigieuse école de ballet à Londres, alors là, elle ne se fait pas prier, elle traverse la Manche. Et elle va vivre à ce moment-là dans des conditions modestes. On est juste au moment de la reconstruction, c'est encore l'époque du rationnement. Il lui faut partager un temps sa chambre avec sa mère qui l'a accompagnée, mais c'est une vie qui lui plaît. Elle suit ses cours de danse, elle gagne un petit peu d'argent en tant que mannequin, bien qu'elle ait des complexes dû à sa taille et à sa maigreur. C'est assez amusant quand on y songe maintenant. Son visage et son regard, c'est ce qui séduit bien entendu les photographes et les gens de mode. Malheureusement, le rêve qu'avait formé Audrey d'intégrer un ballet, ce rêve s'effondre. Elle doit se rendre à l'évidence. Elle n'est pas assez douée pour poursuivre une carrière. C'est tellement exigeant la danse, bien sûr. En 49, elle a donc 20 ans, hein, puisqu'elle est née en 1929. Il lui faut trouver une autre voie. Alors elle va passer une audition pour entrer dans une troupe de comédie musicale. Et le producteur note, nulle comme danseuse, mais beaucoup de verve. Voilà la vie du patron. Elle est bientôt dans l'univers du théâtre musical, donc une revue, puis deux autres. Là encore, cette espèce d'innocence qu'elle montre, hein, cet aspect fragile et cette aura
mystérieuses font des ravages. C'est certain, cette petite-là possède une grâce que les autres n'ont pas, et peu importe si d'autres membres de la troupe se désespèrent un peu de voir une danseuse si médiocre attirer l'attention générale. À nouveau, c'est le cinéma qui va s'intéresser à Audrey. Quand on a croisé une fois son regard, on ne peut pas s'étonner évidemment que le cinéma soit intéressé à elle, puisque elle avait un regard tout simplement, c'est indescriptible, c'est hors du commun. Elle joue les figurantes, néanmoins, pour l'instant, et de fil en aiguille, elle va obtenir un vrai rôle. Pour le tenir, elle se jette à corps perdu dans le travail, il lui faut améliorer son jeu, il faut apprendre à se concentrer, apprendre un texte, etc. C'est une ascension qui, désormais, paraît irrésistible. Elle garde les pieds sur terre. Elle sait qu'elle va progresser, ce n'est qu'une question de temps. Et justement, en 1951, vous voyez que tout ça va quand même assez vite, Audrey est engagée pour un rôle secondaire dans le film Nous irons à Monte-Carlo, un film qui est tourné sur la Côte d'Azur, tournage en français et en anglais, et ça c'est bien pour Audrey qui parle un peu toutes les langues, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a été choisie. L'une des raisons. Le tournage a lieu en partie dans un hôtel et c'est dans ce grand hôtel qu'est descendue une personnalité très importante de l'époque puisque c'est Madame Colette, le grand écrivain Madame Colette qui a 78 ans à l'époque. Et un jour, Madame Colette est là, elle circule dans son fauteuil roulant, vous savez, elle est devenue une vieille dame un peu impotente, et des câbles se prennent dans la roue du fauteuil. Le tournage est interrompu, l'écrivain en profite pour regarder les techniciens et les acteurs qui s'activent devant elle. Et voilà, c'est Barry Paris qui nous raconte la scène suivante. Plusieurs membres de la distribution vinrent saluer le grand écrivain, mais son attention fut attirée par l'un de ceux qui s'abstinrent de le faire. La jeune fille en question, sans prêter la moindre attention à Colette, profitait de l'interruption pour batifoler avec deux musiciens, enjouée. Elle dansait autour d'eux à la fois gracieuse et maladroite. Elle était ravissante. La vieille dame plissa les yeux et soudain elle annonça « Mais la voilà !» La voilà ma Gigi. Pourquoi ce cri du cœur? Eh bien parce que justement au même moment, à New York, on était en train de chercher la jeune actrice qui allait incarner Gigi, le célèbre personnage de Colette, dans l'adaptation anglophone de l'œuvre, bien entendu. L'écrivain en est certaine, Audrey est parfaite pour interpréter ce rôle de femme-enfant, apprentie demi-mondaine en pleine découverte de l'amour. Audrey est certes une actrice inexpérimentée, mais elle a toutes les qualités pour être Gigi et elle obtient un rôle en or. Alors, les répétitions n'ont pas encore commencé. Audrey est de retour à Londres. Elle passe un essai pour un film hollywoodien en préparation. Le film en question, c'est Vacances romaines. C'est pas n'importe quoi, hein. Le réalisateur n'est autre que William Wyler, qui cherche une inconnue capable de tenir un rôle principal, celui d'une princesse européenne. Il faut qu'elle ait l'air européen, il faut qu'elle ait de la distinction, il faut qu'elle ait de la fraîcheur, etc. Il faut surtout, et c'est très important aux yeux de Wyler, qu'elle ait un visage qu'on n'oublie pas. Vous l'aurez compris, il lui faut tout simplement Audrey Hepburn. Septembre 1951, la toute jeune actrice de 22 ans quitte l'Angleterre pour rejoindre New York. Les répétitions de Gigi ne sont pas commencent assez mal, hein. La jeune actrice ne croit pas assez en elle-même, le metteur en scène doit la secouer. Finalement, tout se met en place, la pièce est un véritable triomphe. Et c'est Bertrand Meyer-Stablet qui nous le raconte. Du jour au lendemain, Audrey devient une célébrité et le spectacle se joue à guichet fermé. Quelques jours après la première, l'enseigne au néon qui annonçait Gigi avec Audrey Hepburn se transforme en Audrey Hepburn dans Gigi. Il y aura 200 représentations à Broadway. Audrey prend ensuite un avion pour l'Italie où elle va tourner Vacances romaines avec Gregory Peck, s'il vous plaît. Et au bout de ce voyage, il y a évidemment le premier rôle d'Audrey sur un grand écran pour un film qui va devenir un classique, hein, évidemment, et qui va lui valoir un Oscar. C'est ce qui s'appelle entrer par la grande porte. On peut dire, selon la formule consacrée de l'autre côté de l'Atlantique, qu'une étoile est née. Une étoile est née et désormais elle va briller. Bonjour Thierry Geffrotin. Bonjour Franck. Grâce à vous, Quel récit. nous allons voir, grâce à vous, jusqu'où ira Audrey Hepburn. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
d'Europe 1 que nous connaissons bien, Thierry Geffretin. Et oui, ce Breakfast at Tiffany's, c'est Diamant sur canapé en français, c'est le chef-d'œuvre absolu. Alors, on n'en est pas tout à fait là, Thierry Geffretin. Ce qui est incroyable, c'est que cette petite jeune fille un petit peu gauche, qu'on a du mal à maîtriser, va dans la même année 1954, à la fois mettre Broadway en révolution en jouant la pièce française de Colette, Gigi, et interpréter bien entendu cette princesse au bras, ou plutôt sur le porte-bagages de Gregory Peck dans Vacances romaines, et décrocher un Oscar. C'est quand même invraisemblable. Ah oui, je pense que dans l'histoire de cet art, à la fois cinéma et théâtre, ça doit être unique, parce que faut se mettre dans sa tête. Elle doute d'elle. Enfin, je pense qu'elle va douter d'elle tellement longtemps. Et elle se trouve propulsée pratiquement du jour au lendemain. Alors d'abord avec Gigi, oui. Et ensuite dans ce rôle incroyable, quand elle a auditionné, le casting, ça s'est très bien passé, ce casting pour Vacances romaines, mais c'est surtout à la fin, au moment où on a dit bon voilà, c'est bon, on arrête. Elle a continué à parler, et là elle a montré exactement tout ce qu'elle portait en elle, pas seulement ce regard incroyable auquel on ne résiste pas. Et puis donc Vacances romaines, Gigi, l'Oscar, vous imaginez sa carrière, c'est une fusée qui. Alors, je vais pas vous faire une causerie d'histoire culturelle là maintenant, ce serait un peu déplacé, mais il me semble moi que ce film Vacances romaines joue un rôle absolument essentiel dans notre histoire, puisque c'est le basculement entre ce qu'on appelait l'après-guerre et puis la période qui suit, les fameuses 30 glorieuses, pour reprendre l'expression de Fourastier. C'est-à-dire que avec Vacances romaines, c'est enfin l'innocence qui revient en Europe et du coup dans le monde. Bon, donc oui, c'est un rôle très important. C'est un film majeur. C'est le soleil, c'est l'Italie éternelle, c'est la Vespa. Voilà. Oui, c'est Rome. Alors pour les Américains, nous évidemment, l'Italie c'est pas très loin, mais nous sommes quand même à une époque où on voyage beaucoup moins. Internet n'existait pas. Vous imaginez comment les Américains voient sur l'écran la ville de Rome, parce que tout est tourné en extérieur. C'était très compliqué le tournage. Ils se sont pris à nombreuses fois parce qu'on pouvait pas quand même arrêter la circulation. Enfin, mais ça donne une impression de liberté et c'est porté en effet sur cette petite Vespa par cette actrice. Et cette actrice qui a l'air, alors ça franchement, je voudrais pas qu'on croie que nous sommes aujourd'hui complètement sous le charme, mais enfin tout de même, cette actrice qui a l'air parfaitement moderne. Oui. C'est-à-dire que quand on revoit ces films là maintenant, certains ont un petit peu vieilli, je vais pas entrer dans tous les détails, mais l'actrice, elle est comme un décalcomanie sur la pellicule. On a l'impression qu'elle est de 2016, vraiment, extraordinaire, elle est hors du temps. Oui, c'est ça. Aujourd'hui encore, quand on la voit, quand on voit des photos où elle est avec un pantalon trop court, on dirait avec le faux plancher, avec en guise de ceinture un foulard, avec une chemise d'homme, parce qu'elle a féminisé des tenues d'hommes. Elle est de notre temps. Elle féminise les tenues d'hommes, elle masculinise les tenues de femmes. Elle est la première icône androgyne d'une certaine manière. Oui. Il y avait eu Garbo quand même. Oui, il y a eu Garbo. Ingrid Bergman n'est pas androgyne, mais elle n'est pas comme ces actrices américaines de l'époque, c'est-à-dire Jane Mansfield, Marilyn Monroe, Rita Hayworth. On n'est pas du tout dans cette espèce de canon de la beauté hollywoodienne de l'époque. Là aussi, c'est une révolution. Une révolution, en effet, parce qu'il y a 30 glorieuses, comme vous le disiez, à travers Vacances romaines. Il y a une nouvelle société qui arrive. Il y a une nouvelle femme qui arrive. Et surtout, ce que j'aime de Ray Byrne, c'est tout ce qu'elle est. C'est-à-dire la comédienne, évidemment, mais cette femme qui a porté ou qui a été portée par Givenchy, cette femme, on en parlera sans doute, d'engagement. Il faut parler tout de suite d'Hubert de Givenchy, parce que c'est peut-être finalement la rencontre de sa vie. D'habitude, une comédienne rencontre un metteur en scène, elle va rencontrer un couturier. Oui, alors d'ailleurs, la première fois qu'il la rencontre, il pense que c'est Catherine Hepburn qui va voir. Alors il est un peu surpris, mais je pense que tout de suite... Elle pourrait être sa fille. Oui, il a son œil lui parle. Puis n'oublions pas que même si c'est pas une grande danseuse au point de faire carrière, elle a quand même une manière, une élégance, et je pense que tout ça, il l'a vu. Mais ça vient d'où justement cette espèce d'aura invraisemblable qui nimbe Audrey Hepburn? Je pense qu'elle est un mélange à la fois de fragilité et de combativité. On l'a vu, ce qu'elle a vécu pendant la guerre et dans son enfance. Un mélange de femme et d'enfant, un mélange de naturel et de sophistication. Vous avez dit qu'elle était surnaturelle, elle est aussi naturelle. Tout ça, ça crée, j'aime pas le mot personnage parce que ça a l'air artificiel, ça crée une personne absolument exceptionnelle. Alors, sans vouloir faire encore de dénonciation, mais quand on approche un certain nombre de comédiennes, et notamment des grandes actrices du cinéma, il y a toujours une espèce de distance. On se demande toujours si elles n'ont pas plus ou moins mal à la tête, ou pourquoi elles font la tête. Enfin, c'est souvent comme ça, c'est pas très... Elle, pas du tout. C'est une gentillesse, une proximité, une disponibilité assez extraordinaire. Une empathie. Oui, voilà. Une empathie, c'est-à-dire... Alors, je pense qu'à un moment...
elle a été aussi portée par le succès, mais jamais n'a eu les travers des stars. Elle s'est toujours intéressée aux autres sur les plateaux. Quand elle tourne, elle sert le thé, par exemple. À l'époque, les techniciens mangent ensemble, les acteurs mangent ensemble, et d'ailleurs les vedettes ne mangent pas avec les seconds rôles. Elle, alors je sais pas si c'est son côté européen qui fait qu'elle a brisé tous ces carcans, mais en effet, ce côté européen est essentiel parce que nous voyons ça de ce côté de l'Atlantique, mais il faut pas oublier que le premier public du cinéma de l'époque, il est américain, et que pour les Américains, elle est une sorte de fantasme absolu puisqu'elle est l'européenne en fait. Oui, et en plus, alors elle parle, je crois, de peut-être 5 langues. 5 ou 6 langues. Il faut l'entendre parler français. Alors c'est parfait. On va l'entendre tout à l'heure. On va l'entendre. Oui. Anglais, néerlandais, italien, espagnol. En effet, c'est la quintessence de l'Europe, même physiquement. Enfin, c'est sans doute là pour le coup une espèce de portrait robot de l'européenne, mais voilà, pour un Américain ou une Américaine, parce qu'après toutes les jeunes Américaines vont vouloir lui ressembler. Alors ce qui est drôle, c'est qu'elle a commencé aux côtés de Gregory Peck. Elle se retrouve aussitôt après avec Humphrey Bogart et William Holden, s'il vous plaît, dans Sabrina. Et puis arrive Drôle de frimousse, enfin en français, Funny Face, parce que Drôle de frimousse, c'est vrai que le titre c'est moyen. Oui, c'est moyen, mais bon, ça 1957. Fait alors moi j'aime beaucoup tous les films où tourne Audrey Hepburn, où Paris est le décor du film. Alors c'est le cas de Paris de fantaisie, il faut le dire. Voilà, un Paris un peu d'ailleurs d'un Américain à Paris. Je pense que ça aussi, ça contribue. Elle est au bon moment et dans les bons films, parce que pour les Américains, de voir Fred Astaire qui descend les Champs-Élysées, c'est quand même pas rien. Et dans Charade aussi, l'action se passe à Paris. Dans How Steal a Million, comment voler $1 million. Alors là, puisqu'on parlait de Givenchy, elle a des tenues, mais assez à craquer. Elle a une espèce de petite bombe comme un calot. Elle est dans une petite voiture. C'est la modernité absolue. Et ça, c'est à Paris en plus. Elle qui rêvait de danse classique, la voilà aux côtés du plus grand danseur moderne de tous les temps, on peut dire, puisqu'elle partage l'affiche avec le maître absolu, Fred Astaire. Ouais. Elle a raconté cette rencontre, elle était très impressionnée. Et quand il l'a saisie le plus délicatement du monde, il a commencé quasiment à la faire danser. C'est-à-dire que voilà, il n'avait pas encore commencé à tourner, que déjà il formait un couple. Ouais. Diamant sur canapé, donc ça, c'est que je fais la liste des grands films de l'époque, bien entendu. Là, on est en 1961. C'est un basculement complet, parce que ce qu'on vient voir désormais, ça n'est plus un film, ça n'est plus un metteur en scène, etc. C'est Audrey Hepburn. On peut dire qu'au tournant des années 60, elle est devenue la célébrité absolue. Oui, alors ce qui est assez amusant ou bizarre, on va dire drôle, c'est que souvent les rôles qu'elle incarne, les personnages, ce sont des métamorphoses ou des personnages qui commencent avec un certain caractère ou même un certain look. C'est le cas dans Sabrina, où elle revient, elle est métamorphosée. Elle a été à Paris, elle est métamorphosée. C'est le cas aussi dans Vacances romaines, où évidemment elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Donc elle joue sur des métamorphoses ou des ambiguïtés. Et je pense sur une forme de bavardage quasiment, parce que évidemment les scénaristes vont utiliser ce qui est un travers réel du personnage, et qu'elle parle beaucoup quand même. Elle parle beaucoup. Alors, elle chante pas très bien, faut bien reconnaître, parce que là elle fredonne, c'est gentillet. Elle a un filet de voix, non, mais c'est quand même pas une grande voix. Non. Moi, je regrette en effet que on en parlera peut-être, que dans My Fair Lady, ça ne soit pas elle qui chante. Ah oui, mais je pense que on va y venir à My Fair Lady tout à l'heure. Mais en effet, la voix est très importante. Il n'y a pas que le regard. Avant My Fair Lady, il y a ce film que je conseille à tous nos auditeurs s'ils ne le connaissent pas. Enfin, j'imagine que la plupart l'ont vu. Quoique, sont des films qui commencent à dater un peu, donc on les voit moins souvent maintenant. C'est Charade. Là, c'est le régal absolu, avec Cary Grant, s'il vous plaît. Oui, alors moi j'ai avec Jacques Marin aussi, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs français. Oui, bien sûr, et pour cause. Oui, c'est ça se passe à Paris. Ça se passe à Paris. C'est une espèce de Hitchcock, c'est un thriller. Oui. Il y a un petit côté Hitchcock au second degré. La version second degré d'Hitchcock, qui en a fait lui-même un certain nombre. Oui, et je trouve que c'est un très joli film, parce que évidemment Vacances romaines, évidemment My Fair Lady, aussitôt on parle des plus grands films, mais même les films qui sont moins connus sont des films qu'il faut absolument voir. Même Rumeur, qui est un peu particulier, parce que dans Rumeur, elle abandonne ce côté un peu comédie légère pour quelque chose de beaucoup plus grave. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il n'y a pas que ces yeux là qui nous fascinent, que cette manière de se mouvoir. Vraiment, Rumeur, c'est un film à revoir. J'avais envie de vous demander le rapport entre Audrey Hepburn et les autres superstars de son temps, avec je sais pas moi, avec Marilyn Monroe, bien entendu. Là, c'est la fin avec Ava Gardner. Ça, on y vient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été.
Dolittle sur Europe 1. Oui, alors c'est pas elle qui chante la plupart des chansons, Thierry. Hein, ça, Ah non, alors, elle a enregistré absolument tout, elle a beaucoup travaillé. Hein. Et c'est au moment de la post-production finale que la décision a été prise de prendre comme chanteuse Marni Nixon, qui avait elle-même enregistré. Alors Marni Nixon, ça parle peut-être pas aux auditeurs, mais c'est elle aussi qui fait la voix de Natalie Wood dans West Side Story, oui. ou de Deborah Kerr dans The King entre parenthèses, je crois que dans West Side Story, au départ, ça devait être Audrey Hepburn. Ah oui, oui, alors c'est assez incroyable quand on regarde les films qu'elle n'a pas tourné, parce que et voilà, on revient à ce qu'elle a vécu dans son enfance. La famille est très importante pour elle, et à un moment, le cinéma n'est pas secondaire, mais la priorité, c'est sa famille. Donc elle a refusé beaucoup de films. J'ai un peu listé, je suis pas sûr de tous les avoir. Hein. Vous avez donc West Side Story, Cléopâtre. Ah oui, Cléopâtre. Elle devait jouer le rôle de Liz Taylor. Voilà. La Mélodie du bonheur, Julie Andrews. On se dit, pourquoi l'a-t-elle pas fait? Pourquoi l'a-t-elle pas fait? Le journal d'Anne Frank, pour une raison qu'on peut comprendre. Là, oui, ça paraît évident, voilà. parce qu'on était très proche de ce qu'elle avait, somme toute, vécu elle-même. Ouais. Hein, et donc... un pont trop loin, puisque là, c'est sa vie. C'est tout simplement l'histoire qu'elle a vécue. Mais si je reviens à West Side Story, Cléopâtre, La Mélodie du bonheur, on dit, mais Audrey, oui, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Les grandes comédiennes qui ont interprété chacun de ces films ne méritent pas d'être rangés au placard. Non, hein, quand même. Exactement. Surtout que Julie Andrews, Natalie Wood et Isabelle Keller, c'est pas rien. À propos de Julie Andrews, c'était elle, normalement, My Fair Lady, c'est ça? Alors là, il y a une histoire. C'est que Rex Harrison, qui a joué à Broadway, My Fair Lady, l'a joué avec Julie Andrews, et au moment du passage de la comédie musicale au film, on a dit, bon alors on prend Julie Andrews. Ah non, elle est pas assez connue. Elle est pas assez connue, donc on va prendre, ben oui, à l'époque elle est connue à Broadway, mais pas assez à Hollywood. Oui. Alors on va prendre qui? Audrey Hepburn. Mais Rex Harrison n'était pas tellement favorable. Alors, on a dit qu'il avait beaucoup intrigué, je pense que c'est pas vrai. Mais en tout cas... Entre nous, soit dit, elle est un petit peu en décalage dans ce film, non? Mais, oui, alors déjà, il a porté le rôle pendant tellement longtemps que lui, c'est sa seconde nature. Mais enfin, elle est tellement belle dans ses tenues qui, pour le coup, ne sont pas de Givenchy. Non, on est aux antipodes de Givenchy, là. Hein. Oui, mais comme il la suivait partout, il y a même des films où il n'est pas crédité. Il était là, je pense à Sabrina, parce que dans le crédit des costumes, c'est Edith Head, mais en fait, Givenchy est déjà là. Hein. Je reviens un instant sur Givenchy, dont les boutiques sont juste à côté de chez nous. Il faut dire que nous, on passe devant plusieurs fois par jour, évidemment, quand on vient à Europe 1. Quand on voit les robes encore aujourd'hui, hein, cette espèce de coupe ultra moderne d'une pureté quasiment à l'épure, on ne peut pas s'empêcher de songer à Audrey Hepburn. C'est incroyable comme l'actrice a réussi à se fondre dans un style, en vérité. Ah oui, c'est ou l'inverse, une longue amitié, parce que c'est pas simplement l'égérie d'Hubert de Givenchy. Il y a aussi la fameuse histoire de l'interdit. C'est la première fois qu'on associe une vedette à un parfum. D'ailleurs, elle lui a dit, parce que c'était son parfum, je vous interdis, donc c'est devenu l'interdit. Et donc, pour revenir à My Fair Lady, je pense quand même que finalement, ça s'est très bien passé avec Rex Harrison, même si, comme vous le dites, mais vous avez un œil, vous. Donc, vous vous dites, elle n'est pas tout à fait en phase avec lui. Et au moment où il reçoit l'Oscar, il faut absolument voir sur Internet ce moment, parce que c'est elle qui lui remet l'Oscar. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Magnifique. Et c'est magnifique. Alors justement, c'était très peu de temps avant cette célèbre cérémonie, le 19 décembre 1964, au micro d'Europe numéro 1, Madame Audrey Hepburn répondait à nos questions. Audrey Hepburn, que pensez-vous de cette adaptation de My Fair Lady à l'écran? De cette adaptation, vous avez dit? Oui, adaptation. Adaptation. C'est toujours merveilleux que la caméra peut s'approcher beaucoup plus près qu'on peut dans le théâtre. Et au fond, c'est ce qui est le plus important de toutes les émotions au monde, c'est ce qu'on voit dans la rue, aussi c'est quelque chose qu'on voit au théâtre, c'est de voir l'intérieur des gens et de le comprendre à travers les yeux et tout ça. Et ça, on peut vraiment faire avec une caméra. Et ça c'est vraiment la seule différence, parce que la pièce est telle quelle comme on l'a vue au théâtre. Quel est votre rôle dans My Fair Lady? Celle de la vendeuse de fleurs. Pour vous, c'est un petit peu nouveau en ce sens que vous chantez. Est-ce que ça a été difficile? C'est très difficile parce que je ne suis pas chanteuse. C'est pas la première fois que j'essaie de chanter, mais c'était la première fois qu'on comptait sur moi, on attendait de moi de vraiment chanter. Et vous y avez réussi? Et j'ai pas pu tout faire, non. Quelle note vous donnez pour la chanson? Sur 10 par exemple? Oh, un 0.
Je ne suis pas chanteuse. Voilà ce qui s'appelle une muflerie. Nous ne sommes pas très fiers de notre devancier. Non, là, alors on va revenir à My Fair Lady. Il y a 8 Oscars pour ce film. Oui. Oui, c'est quand même extraordinaire. Oui, 8 ça a Oscars. été, Et pour terminer l'histoire sur Julie Andrews, donc elle n'a pas le rôle, elle tourne Mary Poppins, ce qui lui vaudra un Oscar, justement. Elle aussi. Donc, bon. Voilà, l'histoire est belle. Oui, l'histoire est assez étonnante et elle est d'autant plus étonnante que ça marque pour Audrey Hepburn, sinon tout à fait la fin d'une carrière, en tout cas, la fin de cet enchaînement de très grands succès qui ne s'était quasiment pas interrompu depuis 10 ans. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi n'y en a-t-il pas d'autres après ? Mais déjà parce que je vous ai dit avec la liste des films qu'elle n'a pas tournés, Oui. elle refuse. Il y a des films qu'elle refuse. C'est-à-dire qu'elle est devenue tellement importante en quelque sorte Oui. qu'elle peut se permettre de refuser de très Et grandes choses. pourtant, je peux vous dire qu'on lui fait des ponts d'or. Quand elle tourne, je pense que c'est Comment voler $1 million. Elle est donc à Paris. Elle est au Raphaël. Elle a À une- l'hôtel Raphaël. Ouais, ouais. l'hôtel Raphaël. Elle Qu'elle a fait remeubler à suite. son goût d'ailleurs. Ah mais oui. C'est-à-dire que tous les meubles viennent de chez elle, des États-Unis, ainsi que les tapis, les chandeliers, la vaisselle, etc. Mais il faut se mettre à la place de ces acteurs qui ne sont pas chez eux. Et elle, j'y Oui, reviens les toujours. pauvres, je suis d'accord, Thierry. Elle a toujours, non mais elle a besoin de recréer son univers. Non, mais bien sûr. Toujours, elle court après ça. Quand elle s'est mariée avec Mel Ferrer, elle disait je veux fonder un foyer alors qu'ils étaient déjà mariés. Ça voulait dire qu'elle voulait une famille, c'est-à-dire des enfants. C'est très important. Mais voilà, c'est peut-être ça le secret finalement, c'est que pour elle, la vie, la vraie vie est plus importante que la carrière d'une certaine manière. Hein. Voilà, donc alors Mel Ferrer, c'est le premier, c'est lui on l'appelait Monsieur Audrey Hepburn. Ouais, hein, oui, ça c'est pas très gentil parce que c'est quand même pas c'est pas un mauvais comédien, c'est un réalisateur, on peut discuter, mais en tout cas oui c'est ça, il est Monsieur Hepburn, marié 14 ans. Je pense qu'il lui a fait du bien, il lui a peut-être pas fait que du bien parce que il n'était pas facile avec elle. Il y avait sans doute aussi, non pas de la jalousie, mais bon, il voyait cette femme qui, oui, il y avait un conflit d'ego. Voilà, qui faisait de l'ombre. Mais il a été très important dans sa vie parce que il l'a non pas endurci, il était déjà cette femme pas si fragile, mais voilà, avec elle s'est fortifiée. Ensuite, avec lui. elle va épouser un intellectuel, un homme beaucoup plus en nuances, si je puis dire. Oui, alors hein. après c'est Andrea Dotti, ils sont mariés de 1969 à 82. Là, elle a son deuxième enfant parce qu'elle a eu un enfant avec Mel Ferrer, un deuxième enfant avec Andrea Dotti. Mais je ne suis pas là pour parler à sa place, mais tous les témoignages, tout ce qu'elle a pu dire, alors en lisant entre les lignes, je pense que c'est le troisième homme de sa vie, qui est un acteur néerlandais. Oui, avec qui elle était à la fin de sa vie, d'ailleurs. Voilà, hein, qui qu'on va voyait l'accompagner. toujours avec elle. Et Oui. elle a dit qu'elle avait Robert été Volders, il s'appelait, hein. très heureuse avec lui. Non pas que Mel Ferrer et Andrea Dotti n'aient pas compté, mais voilà, je pense qu'elle le portait dans son cœur. Alors cette fin de vie avant la maladie, puisqu'elle est morte très jeune, elle est morte à 63 ans. Hein, avec une maladie foudroyante. En 1993, tout début. Oui, Ouais. C'est-à-dire qu'à partir de 1988, elle devient ambassadrice de l'UNICEF, avec des missions. Aujourd'hui, je ne sais pas si certaines stars, certains comédiens ou chanteurs font ça. Elle a fait une 50aine de missions. Elle a été en Éthiopie, Ah oui, elle prenait au son rôle Soudan. très à cœur. Ah oui, quasiment, oui, moi, oui. alors c'est là que je peux témoigner, si on peut dire, c'était quasiment comme un chef d'État. C'est-à-dire qu'elle était en mission, en représentation, quasiment comme un chef d'État. Elle parlait beaucoup de l'UNICEF, elle connaissait tout sur les actions de l'UNICEF à travers le monde. Ça a été une ambassadrice exemplaire, hein, on peut le dire. Hein. Elle disait qu'elle rendait ce qu'on lui avait donné en 1945, C'est ça, voilà, quand les Alliés sont arrivés. C'était pour elle... Voilà, elle avait une générosité, une empathie. On est heureux de pouvoir en parler qu'avec des points positifs. Alors on pourrait imaginer qu'elle vivait à Paris ou à Londres ou bien sûr pourquoi pas à Los Angeles, pas du tout. Non. Elle vivait en Suisse. À ce dans moment-là. une demeure qui s'appelait La Paisible. Je pense que d'une certaine manière ça lui va assez bien. Tout petit village, parce que ne recherchez pas forcément les paparazzi, les sunlight, enfin, toutes ces choses qui affolent les égos. Et en cela, encore une fois, c'est une femme un peu exceptionnelle et hors de son temps. Oui, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je disais tout à l'heure qu'elle n'avait pas d'âge, qu'elle n'appartenait à aucune époque, mais c'est vrai qu'elle se détache en quelque sorte de son temps, peut-être tout simplement par la distinction. C'est une belle leçon, ça quand même, non? Ah oui, ça pourrait presque faire une morale pour grande une émission élégance, comme aujourd'hui. Grande élégance. Alors, en préparant l'émission, j'ai découvert un film que j'ignore, je vous l'avoue, mais vous devez le connaître, Thierry, parce qu'il n'y a pas un film du répertoire que vous ne connaissiez, évidemment. C'est un film qu'elle a fait tard,
en 1976 avec Sean Connery. Oui. Alors je pense que ce film qui en anglais est Robin and Marian, c'est-à-dire Robin des Bois et Marianne, traduit malencontreusement ou malheureusement en français par La Rose et la Flèche, parce que voilà, c'est bon, il y a un côté poétique, mais je pense que c'était bien Robin et Marianne. C'est avec Sean Connery et c'est vraiment, je pense sans doute Sean Connery qui l'a fait revenir devant les caméras, parce que 1976, ça veut dire qu'elle a pratiquement pendant 9 ans, elle n'a pas tourné. Alors c'est très bizarre de la retrouver parce que nous on a toujours dans la tête, c'est ça, Vacances romaines, My Fair Lady, puis là on la voit dans ce rôle de cette femme qui accompagne Robin des Bois. Il y a un ultime film aussi, il faut le signaler, même si c'est pas un très grand film qui n'a pas connu un immense succès. C'est un film de Spielberg, Always, en 1989. Elle a tourné avec Audrey Hepburn, c'est pas mal ça. Spielberg, en effet. Oui. Alors on a dit à quel point son regard était envoûtant, magnétique, elle est irrésistible, elle était mouvante, tout ça, mais puisque notre confrère était mufle il y a 50 ans, j'ai envie de l'être aussi. Était-elle une grande actrice, Thierry Geffrotin ? Alors dans le registre qui est le sien, cette princesse libellule qui pétille, elle est irrésistible. Après, je ne sais pas si, par exemple, si Hitchcock l'avait fait tourner, je ne sais pas ce qui serait passé, parce que sans doute qu'elle portait en elle une force qui lui permettait de s'adapter, mais des 20 films à peu près qu'elle a tournés, il y a beaucoup de comédies et c'est là où elle est à son meilleur. Finalement, je me demande si Madame Colette ne lui a pas rendu un très grand service en la choisissant pour Gigi, car elle l'a inscrite d'emblée dans un rôle, un répertoire sur une onde en quelque sorte, qui est exactement celle qu'elle conservera, développera, qu'elle fera fleurir pendant tout le cours de sa carrière et qui lui a permis de devenir ce qu'on appelle un archétype. Et elle a toujours, somme toute, été Gigi, une Gigi plus ou moins madrée et plus ou moins expérimentée, bien entendu. Merci beaucoup Thierry Geffrotin. On a bien compris qu'il fallait voir et revoir Audrey Hepburn. Après tout, c'est un devoir de vacances bien agréable. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez, Franck Ferrand, à la question d'Olivia et de François posée sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Il vous demande quelle est l'origine des Oscars. Alors, les Oscars trouvent leur origine, figurez-vous. Alors, il y a deux explications possibles au nom d'Oscar. Vous allez voir que ce sont deux célébrités hollywoodiennes qui se disputent la paternité de ce nom. La cérémonie, elle date de 1927. En tout cas, au tout début, c'est un dîner qui a lieu chez Louis Mayer, de Metro-Goldwyn-Mayer, vous savez, qui pense à créer une sorte d'académie, the International Academy of Motion Picture Art and Sciences. Vous voyez, bon, on est dans cette volonté très anglo-saxonne de récompenser, de créer des prix, etc. On est devenu pareil, nous, maintenant, donc on peut même plus se moquer. La première cérémonie de remise de ces prix a lieu en 1929, et puis le système va évoluer pour qu'on ne dévoile petit à petit le nom du gagnant qu'au tout dernier moment, ce qui crée un suspense, bien entendu, et puis on verra de nouvelles catégories de prix se créer petit à petit, prix du meilleur acteur, de la meilleure actrice, meilleur second rôle, etc., à partir de 1937. Alors, pourquoi un Oscar ? Au départ, c'était un award, hein, c'était la statuette simplement. Alors, d'un côté, vous avez Mayer, justement, Louis Mayer, qui dit que c'est lui qui a inventé le nom parce qu'en voyant la statue, il a dit « c'est fou comme il ressemble à mon oncle Oscar ». Et voilà pourquoi on aurait appelé ça un Oscar. Mais Bette Davis, elle, prétend que la statue aurait été inspirée par son premier mari, Herman Oscar Nelson Jr., et que c'est la raison pour laquelle on avait appelé la statuette un Oscar. Entre Bette Davis et Louis B. Mayer, je vous laisse départager. Merci chère Anne-Sophie, nous nous retrouvons demain. Merci Franck Ferrand, et à lundi. Et sur Europe 1, Isabelle Morizet reçoit Muriel Robin dans Il n'y a pas qu'une ville dans la vie. Juste après les informations, vous écoutez Europe 1, il est 15h.